Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 23 degrés avec une maximale attendue de 32 auditeurs de Radio Mali. Bonjour et bienvenue sur la première édition de Mali Actualité, dont voici les titres. Le président du Conseil national de transition porte la voix du Mali à la 3e conférence des présidents et chefs des parlements africains. La rencontre se déroule autour du thème leadership législatif et la diplomatie parlementaire dans un monde en mutation. L'actualité dans les autres pays de l'AES, au Burkina Faso, la 4e édition du Salon national du miel se poursuit et au Niger, les législations traditionnelles réfléchissent sur leur rôle dans la refondation du pays. À suivre dans une dizaine de minutes l'actualité internationale avec Ibrahim Koukonaté, nous irons au Sénégal, au Maroc, au Bénin. Rendez-vous dans une dizaine de minutes exactement. L'actualité des sports, c'est l'affaire des Famaro Djourté. Nous aurons comme plat de résistance la CAN Maroc 2025 prévue dans une semaine. Le sélectionneur Tom Saint-Fit nous expliquera le choix des aigles à cette messe continentale. On parlera également des matchs de la 4e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. Dans la page culture, Alpha Maïga revient sur l'importance des langues nationales dans la communication et ses apports dans la culture malienne. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Tout de suite, les détails. Le président du Conseil national de transition, le général du corps d'armée Malik Diaw, est au Maroc. Le président de l'organe législatif prend part aux travaux de la 3e conférence des présidents et chefs des parlements africains, COSPAL. Le thème de cette conférence porte sur le législatif et la diplomatie parlementaire dans un monde en mutation. Le président du CNT défend la position du Mali sur des questions de souveraineté. Il prendra tout à l'heure la parole pour porter la voix du Mali. On fait le point avec nos envoyés spéciaux dans le royaume chérifien, Chara Konaté et Mbarakou Maïga. Pour leur 3e conférence annuelle, les présidents des parlements africains débattent du thème leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation. Pendant 2 jours, ils échangeront sur le rôle que les parlements peuvent et doivent jouer pour aider le continent à relever les défis auxquels il fait face: conflits armés, terrorisme, délinquance financière et économique, pression démographique, chômage des jeunes, toutes choses qui impactent la stabilité et le développement de l'Afrique. Pour les présidents de la conférence des présidents des parlements africains COSPAL, le Ghanéen Alban Soumana Kingsford Bagbin, il urge de renforcer la coopération parlementaire pour promouvoir la bonne gouvernance et consolider la coopération entre les pays africains. Le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi El Alami, estime que cette conférence consolidera le rôle de la COSPAL en tant que force de proposition pour sortir l'Afrique de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Cette rencontre est une occasion pour les présidents du Conseil national de transition de donner aux parlementaires africains de la bonne information sur la situation au Mali. Général du corps d'armée Malik Diaw. Je vais d'abord saluer le président en exercice de la COSPAL, également saluer le président de la Chambre des représentants du Maroc pour cette invitation. C'est un moment propice, vraiment, non seulement pour échanger autour des sujets d'actualité, mais également donner la bonne information, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le Mali fait objet vraiment d'une cabale médiatique. Et aujourd'hui, avec la présence de tous ces parlements, donc il est vraiment important pour le Conseil national de transition non seulement de venir répondre à cette invitation, mais également donner la vraie information. Aussi rassurer vraiment l'ensemble des parlementaires africains afin que cette conférence des présidents des assemblées législatives africaines puisse nous accompagner vraiment dans cette lutte que nous menons actuellement. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, au-delà du terrorisme économique, il y a aussi le terrorisme médiatique. Donc il est très important pour nous d'échanger et de donner la bonne information. Créée en 2020, la COSPAL a pour objectif de promouvoir une bonne gouvernance harmonisée et résiliente en Afrique. Elle compte à ce jour un 5e des parlements africains, déplore un intervenant qui appelle les parlements restants à y rejoindre l'organisation. Les 3 pays de la Confédération des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger, sont représentés par les présidents de leur parlement qui s'adresseront ce samedi à l'Assemblée pour expliquer la vision de l'AES sur la lutte contre les groupes terroristes, la souveraineté et la place du continent africain sur la scène internationale. A noter que le Mali participe pour la première fois à cette conférence. À Rabat, Chara Konaté, Barakou Maïga pour l'ORTM.
AES Actualité. Oui, cela nous conduit directement dans les autres pays de l'AES, le Mali, qui abritera dans un peu plus d'une semaine la deuxième session du collège des chefs d'État de la Confédération AES. Les préparatifs vont bon train afin de réussir une parfaite organisation. Mais en attendant, voyons avec ce qui fait l'actualité au Burkina Faso. Notre collègue de Radio Burkina revient dans ce reportage sur le temps fort du Salon national du miel dont la 4e édition a ouvert ses portes le jeudi à Ouagadougou. Le thème en question est Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Quelle contribution de la filière apicole à l'atteinte des objectifs? Je vous invite à suivre ce reportage. Aujourd'hui, la filière miel compte environ 16 000 apiculteurs qui produisent plus de 1300 tonnes de miel qui génèrent environ 3 milliards de francs CFA. Il est donc important de travailler le miel produit au Burkina Faso afin de le rendre plus compétitif. Roland Achille-So, président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a eu des orientations claires, dynamiser les secteurs porteurs. Et le secteur du miel fait partie justement de ces secteurs porteurs. On vient de visiter l'ensemble des stands et on a vu des produits de très belles factures. Aujourd'hui, le ministère du Commerce du moins, avec la direction générale de la Chambre de commerce, travaille à pouvoir finaliser ce projet qui est très très important. Mais à mon avis, les acteurs du secteur apicole ont même dévancé le ministère et la Chambre de commerce par la qualité des produits que nous venons de voir ce matin. Même si la filière est résiliente, des dispositions sont tout de même prises pour assurer la production du miel de façon continue en protégeant les abeilles. Désiré Yameogo, président de l'interprofession miel de Burkina Faso. Nous assistons à une disparition de l'abeille, mais c'est toute une volonté également de la filière de travailler à continuer à avoir des abeilles. Et aujourd'hui, au niveau de la filière, et avec l'appui du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, nous avons eu un appui pour travailler à l'élevage des rennes et pouvoir permettre aux acteurs de continuer les activités. Quand vous achèterez une ruche, vous aurez la possibilité d'ici 1 à 2 ans d'acheter également une reine et démarrer cette activité. Le Salon national du miel, c'est du 12 au 14 décembre prochain, avec au programme des rencontres entre acteurs de la filière et acheteurs professionnels, une exposition vente de miel et de ses produits dérivés. Dans les pays de l'AES, les fonctions de l'échiquier traditionnelle sont valorisées. Au Mali, le 11 novembre, elle leur est dédiée. Au Niger, elles se sont donné rendez-vous à Maradi pour parler de leur rôle dans la refondation du Niger. C'est un reportage signé Sanda Nataï de la radio du Niger. Les 2 jours ont été marqués par des présentations dont celle du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le commissaire général de police Ayouba Abdrahman, qui a rappelé le rôle des chefs traditionnels dans la refondation nationale, la paix, la sécurité et la mise en place très prochaine du Conseil national de la chefferie traditionnelle. Cet organe sera chargé de toutes les questions de développement et de gestion des contributions des chefs traditionnels dans la bonne marche du pays. Toutes choses saluées et applaudies par les chefs traditionnels. Après l'administratrice de la Croix-Rouge, le directeur général des affaires politiques et juridiques du ministère de l'Intérieur, Souley Malang Abbas, et le président du conseil consultatif de la refondation, Mamoudou Aruna Djengare, ont martelé que la rencontre de Maradi, loin d'être une simple assemblée générale, est un cadre de partage pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Niger à un moment où le pays avance sur la voie de sa refondation. Gardienne des traditions, la chefferie traditionnelle a un important rôle à jouer dans cette refondation, voulue et obtenue par le président de la République, le général d'armée Abdrahman Chani, chef de l'État, chef suprême des armées, dont la vision éclaire déjà les chemins de cette refondation. Autre communication, celle de la ministre en charge de l'éducation, Dr Elisabeth Chérif, sur les enjeux, défis et perspectives de l'éducation au Niger. Des instructions fermes lui ont d'ores et déjà été données par le président de la République, le chef de l'État, pour tout mettre en œuvre afin que l'école nigérienne soit une école véritablement refondée qui reflète l'image et les réalités socio-culturelles du peuple nigérien. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, a accordé une écoute attentive à ces travaux, notamment aux différentes communications et intérêts que les chefs traditionnels portent à la refondation.
Oui, la transition est tout trouvée pour aborder le reste de l'actualité internationale en filigrane avec Ibrahim Kaoukounati en direct dans le studio du 22 septembre 1960. Bonjour Ibrahim Kaoukounati. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous les auditeurs. Au Sénégal, le collectif d'avocats de Madiambal Diagne a publié hier un communiqué pour réagir fermement à la décision du gouvernement de suspendre des extraditions vers la France. Eh bien, selon eux, cette mesure s'apparente à un véritable chantage diplomatique. Cette décision prise jeudi dernier par la ministre sénégalaise de la Justice, Yacine Fall, fait suite au retard constaté dans le traitement de plusieurs dossiers judiciaires en France, notamment celui concernant Madiambal Diagne, patron de presse. De son côté, la France réclame l'extradition de 12 personnes depuis Dakar. Au Maroc, 22 familles ont été évacuées hier à la suite de l'effondrement de 2 immeubles à Fès mercredi dernier. Une inspection technique approfondie est en cours pour évaluer la solidité des bâtiments voisins et mesurer l'étendue des dégâts. Le laboratoire public d'essais et d'études a été chargé de réaliser une expertise afin de déterminer les causes précises de l'effondrement. La ville de Fès doit accueillir 4 matchs lors de la CAN 2025 qui débute le 21 décembre prochain. Alors, on va parler du Liban. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes dans le sud et l'est du pays. Quelles sont les raisons? Alors, un porte-parole de l'armée israélienne a précisé dans un communiqué que l'aviation avait visé un complexe d'instruction et d'entraînement utilisé par l'élite de Hezbollah. Parallèlement, une réunion constatée à la situation au Liban se tiendra la semaine prochaine à Paris en présence du commandant en chef de l'armée libanaise et des responsables américains. Enfin, dans l'est de la RDC, le chef des opérations du maintien de la paix de l'ONU a alerté hier sur le risque d'un embrasement dans la région des Grands Lacs. Alors, la région des Grands Lacs, bien sûr, de son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a réitéré la position de l'organisation en rappelant que la stabilité durable dans la région passe par le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. Cette nouvelle offensive menée par les rebelles du M23 survient pourtant malgré la signature le 4 décembre dernier des accords de paix de Washington. Merci Ibrahim Kaoukounati en direct pour toutes ces informations. Merci Mohamed Diarra. Bonne journée. Retour à l'actualité nationale avec ce partenariat entre le gouvernement du Mali et le PNUD. Les deux parties s'engagent à accélérer la mise en œuvre du programme du pays 2020-2024. En somme, il s'agit d'apporter des réponses concrètes aux questions de développement et de relever les défis sécuritaires et climatiques. Le point avec Moussa Kamara. Réunis à Bamako, des experts, décideurs et partenaires techniques ont passé en revue les orientations nécessaires pour accélérer la transformation du Mali. Cette rencontre stratégique portée par le PNUD est organisée en appui au gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du CRED, véritable boussole du développement national. Cette session de haut niveau vise à mesurer les progrès réalisés, combler les retards observés et renforcer l'impact des actions déjà engagées. Pour Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali, cette rencontre nous offre l'opportunité d'évaluer nos progrès, d'identifier les obstacles persistants et de définir ensemble des solutions innovantes pour renforcer l'efficacité de nos interventions et consolider aussi nos partenariats entre le PNUD et le Mali pour la période 2027-2031, qui s'intègre dans l'appui plus global du système des Nations Unies au Mali, qui est aussi en phase de formulation. Il est conçu en concertation avec le gouvernement du Mali et les partenaires. Il s'aligne sur la vision 2063 que le Mali s'est définie et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable qui est la manifestation décennale de cette vision. L'enjeu est clair. Pour les autorités maliennes, cette rencontre constitue une plateforme stratégique essentielle, un espace de partage des attentes, des confrontations, des analyses et de formulation des solutions innovantes adaptées aux réalités du pays. Le représentant du ministre des Affaires étrangères a salué l'accompagnement constant du PNUD et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à avancer résolument sur la voie du développement. Sédou Koulibaly, ambassadeur et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Sincère remerciement à tous les partenaires qui soutiennent les efforts du gouvernement à travers leurs appuis multiformes à nos populations les plus vulnérables. Le Mali est sorti des cadres de programmation à court terme.
conformément à la vision des plus hautes autorités et sur instruction du président de la transition, chef de l'État, la vision 2063 a été adoptée avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED 2024-2033. Au cadre de l'administration que nous sommes, il était donc utile et impératif d'avoir cette séance de réflexion stratégique avec le PNUD afin de lancer les jalons du futur cadre de coopération avec le gouvernement. Les conclusions de ces échanges permettront de définir plus précisément des nouveaux cadres de coopération entre le PNUD et le gouvernement du Mali pour la période 2027-2031, avec pour objectif central l'amélioration du bien-être des populations. Oui, la page des sports, c'est l'affaire de Famour Djourtier, une page essentiellement dominée par la CAN Maroc 2025. Après la publication de la liste des aigles devant prendre part à cette messe continentale, le sélectionneur Tom Saintfiet était hier face aux journalistes pour expliquer le choix des joueurs. On parle aussi de la Ligue professionnelle, du jeu de dames, etc. Le point de la page des sports avec Famour Djourtier. Au lendemain de la publication de sa liste, Tom Saintfiet, le sélectionneur national des Aigles du Mali, était face à la presse ce vendredi pour donner d'amples informations sur ses critères de choix. Aussi, il a apporté des éclairages à la convocation de son capitaine Yves Bissouma, blessé. Écoutons un extrait de Tom Saintfiet lors de cette conférence de presse. Il est au micro de Arju Matina. On a sélectionné des joueurs qui ont joué pour nous dans les matchs amicaux ou dans les matchs compétitifs. Les joueurs que je connais, on a travaillé ensemble. Il y a beaucoup de grands tournois. Il y a des joueurs qui commencent avec une blessure. Hakimi, il est aussi dans la liste au Maroc, il y a une raison. Ce sont des grands joueurs qui sont importants, pas seulement en pelouse, mais aussi comme leur personnalité. Yves est mon capitaine, il est important, il est un leader de notre équipe. Le Mali est donc prêt pour la CAN 2025. Avec une liste de 28 joueurs publiée jeudi soir, les Aigles partiront au Maroc avec un groupe équilibré et structuré. Tom Saintfiet s'appuie sur une ossature claire, rigueur défensive, impact physique et transition rapide. Dans cette sélection, le milieu reste la force principale du Mali. Aliou Dieng, Lassana Koulibaly, Amadou Aïdara Doudou, Yves Bissouma ou encore le jeune Mamadou Sangaré gaucher, des joueurs capables de gagner la bataille du cœur du jeu face à n'importe quel adversaire. En défense, Amari Traoré signe son retour. Il y a aussi Sikou Niakate, Abdoulaye Diaby et Mamadou Fofana Nojo. Une ligne expérimentée mais qui devra se méfier de la vitesse adverse dans la profondeur, notamment face au Maroc et à la Zambie. Devant, le Mali mise sur la percussion. Néné Dorgelès, Kamori Doumbouya, El Bilal Touré ou encore Lassine Sinayo apportent vitesse et imprévisibilité. Une attaque jeune, talentueuse mais qui devra être plus efficace dans les matchs à enjeu. La CAN pour les Aigles du Mali se résumera à 3 points. Tenir défensivement dans la profondeur, garder la constance mentale et savoir convertir ses occasions. Dans un groupe relevé avec le Maroc, la Zambie et les Comores, le Mali a les armes pour exister. La CAN 2025 pourrait être l'occasion enfin de transformer le potentiel en résultat majeur. La CAN 2025 au Maroc, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Toujours au football, cette fois au plan local, démarré ce vendredi, la 4e journée de la Ligue 1 Pro du Mali se poursuit. 4 matchs sont programmés ce samedi 13 décembre 2025. À 16h, au stade Moussa Tekité Itoya de Bougouni, l'US Bougouni offrira son hospitalité à l'AS Korofina. Au même moment, à Bamako, au stade Mamadou Konaté, le leader FC Diarra 9 points sera accueilli par son dauphin, l'ISFAS 7 points. Au stade Wenzen Koulibaly, le FC Malikoura sera face à l'AS Real de Bamako. Toujours au stade Wenzen Koulibaly, en deuxième heure, c'est-à-dire 18h, l'AS Bakardia de Baraouli recevra Binga FC. La 4e journée prendra fin demain dimanche avec 2 rencontres. 11 créateurs contre Afrique Football Elite AFE à 16h au stade Wenzen Koulibaly et le grand derby de Bamako, stade malien de Bamako, Djoloba Athletic Club de Bamako à 16h au stade Mamadou Konaté. En ouverture ce vendredi, l'US Bougouba et Derby Academy se sont neutralisés 0-0. Parlons jeu de dames à présent. Le championnat national de la Fédération malienne de la discipline se tient du 12 au 20 décembre 2025 au musée de la mairie du district de Bamako. 18 joueurs, tous des seniors issus des ligues régionales et du district de Bamako, prennent part à ce grand rendez-vous annuel. Ladi Sara, président de la Fédération malienne de jeu de dames. À travers le championnat, on cherche à trouver les meilleurs parmi les meilleurs. 2 représentants pour toutes les ligues qui sont présentes. 24 athlètes étaient attendus, mais avec des empêchements, nous en sommes
sommes aujourd'hui à 18 athlètes. D'un championnat à un autre, la Fédération aquatique du Mali organise ce samedi, à la piscine du stade du 26 mars, son championnat national, toutes catégories confondues, qui met aux prises des ligues affiliées à la Fédération. 6 ligues ont confirmé leur présence au championnat cette année. Il s'agit de la Ligue du district de Bamako, de la Ligue de Kaï, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou et de Mopti. Chaque ligue doit engager au moins 5 nageurs. Page Mali Culture 2025. Dans le dossier culture, Alpha Mega nous parle de l'importance des langues nationales au nombre de 13 au Mali. Elles sont le reflet d'une histoire, d'une mémoire et des modes de vie. Au-delà de la communication, les langues sont des vecteurs de transmission orale, piliers de la culture malienne. Suivons ce dossier réalisé par Alpha Mega avec le sceau de l'année de la culture. Au Mali, la richesse linguistique est l'une des marques les plus profondes de son identité culturelle, un patrimoine vivant. Les langues, la langue. Moulay Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. De façon générale, constitue un élément du patrimoine culturel immatériel. La langue se manifeste dans le domaine des pratiques et traditions culturelles, des expressions culturelles, de la tradition orale. Nos langues nationales. Madame Silla Fatmata Hamma Sissi, directrice du Centre national des langues et de l'alphabétisation fonctionnelle. Ont aujourd'hui une valeur de langue officielle depuis la Constitution du 22 juillet 2023. Elles sont au nombre de 13. La langue nationale, c'est le cœur de la communication. Hamadoun Dagamainsa, communicateur traditionnel. Quelqu'un qui te parle ta langue du terroir, déjà à 70%, il a gagné la communication. À 70%, il a gagné son message. Et on reste en phase avec la population. L'oralité est au cœur des sociétés maliennes. Bien avant l'écriture, les récits, les savoirs, les règles de vie, les valeurs morales et les événements historiques ont été transmis de bouche à oreille. Le chef de village donne son message à son communicateur traditionnel. Et il arrive même un moment où si le chef de coutumier est énervé, le message qu'il va dire à son griot, le forgeron le module pour ne pas vexer la cité. Son message passe tout en maintenant l'harmonie entre l'autorité traditionnelle et la population en langue nationale. Regarde-moi. Je peux te le dire en bambara, c'est dans la langue du terroir. Moulay Koulibaly. En remontant l'histoire, en interrogeant l'histoire, vous allez trouver que l'assemblée constitutive dans l'histoire était surtout constituée par les griots qui étaient considérés comme des députés dans le temps. C'est eux qui étaient là pour transmettre les valeurs de notre société. Chaque langue porte ses proverbes, ses chants, ses récits épiques, un enjeu de valorisation. La parole, la langue est vraiment l'élément essentiel. Emmanuel Sagara, enseignant à la retraite. D'ailleurs, Amadou Ampatepa disait ceci, de tous les éléments de la culture, du physique au vestimentaire, le plus évident, c'est la langue. Et c'est elle qui porte tout. Et l'oralité allie la confidentialité, la mémoire. Quand quelqu'un parle, il s'engage. Donc la parole, la langue, c'est la dignité, c'est la souveraineté, c'est l'identité. C'est pourquoi aujourd'hui on parle effectivement de officialisation des langues nationales. Docteur John Colony André Koulibaly, directeur général de l'Académie des langues du Mali. Nous ne pouvons pas être nous-mêmes si vraiment nous ne connaissons pas effectivement le fond même de nos langues. Malgré leur importance, les langues nationales restent souvent reléguées au second plan face à la domination du français dans l'administration, l'école et les médias, un avenir en question. Depuis que la Constitution a été promulguée, elle a été traduite dans nos 13 langues officielles du Mali. À l'école aussi, il y a des avancées. Le bilinguisme consiste à enseigner non seulement la langue française qui était notre langue officielle, mais en dehors de la langue française, une langue officielle, une langue nationale qui appartient au terroir. Avec le temps, effectivement, ça va aller aussi. Avec l'officialisation, nous sommes en train effectivement de donner effectivement de la valeur à nos langues. Il faut travailler la langue. On dit traduire, c'est trahir. Pourquoi le Mali croit? Pourquoi on ne dit pas le Mali nouveau? Pourquoi on ne dit pas le renouveau du Mali? Pourquoi on ne dit pas le nouveau Mali? Parce que ça ne traduit pas. Donc on préfère garder le mot Mali croit. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le français, non. C'est parce que justement, si tu le traduis, tu perds le sens. Toute traduction est une trahison. Face à la modernité, pourtant c'est à travers ces langues que l'on raconte qui nous sommes,
d'où nous venons et ce que nous voulons léguer. Toutes les activités de l'individu, de l'homme, ça c'est la langue. Donc tout tourne aussi autour effectivement de cette langue-là. Et toute culture est basée sur une langue. Et c'est pourquoi justement les gens se battent pour avoir leur propre langue de manière à porter leur propre culture. Faire de l'année de la culture un levier pour redonner leur place centrale aux langues nationales. C'est investir dans la mémoire, l'identité et la souveraineté culturelle du Mali. Quels sont les comportements qu'un enfant doit avoir? Quels sont les contes, les récits, les faits, les proverbes? Tout ça, nous avons vraiment cette nostalgie parce qu'on les avait dans nos langues nationales. Les langues seront valorisées à travers cette année qu'on consacre l'année de la culture. L'année 2005, décrétée par le président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. C'est un élément très très important sur lequel nous sommes en train de travailler comme vecteur de transmission, comme élément de dialogue des cultures. Le président a souhaité qu'à travers la culture, que nous amenons la paix, apaiser les cœurs et retrouver le vivre ensemble qui a toujours existé entre les Maliens et vendre très très bien l'image du Mali à l'extérieur. La culture ne peut être pleinement malienne que si elle continue de se dire dans les langues du cœur et du quotidien. Oui, un dossier signé Alpha Mega à 9h27, c'est la fin de cette édition, présentée par Mohamed Diarra avec le concours d'Adam Mega à la réalisation. La coordination éditoriale Ousmane Daou, la mise en ligne est assurée par Badji Touré. La mise en onde est l'œuvre de Alima Ouattara. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.